Merci beaucoup, chère madame. Merci beaucoup à tout le réseau Abibac de m'avoir donné la possibilité donc, de présenter le programme d'études juridiques franco-allemands de Paris 1 et de Cologne devant les élèves de ces classes Abibac qui comptent parmi nos candidats les plus nombreux. Euh, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que c'est un programme de formation juridique, donc c'est un programme qui s'adresse aux jeunes qui souhaitent ensuite embrasser des carrières dans le domaine juridique, peut-être des carrières d'avocat pour une part. Évidemment, nous avons dans nos anciens étudiants une grande partie d'avocats, une grande partie de juristes d'entreprise, ce sont les deux cohortes les plus importantes, et puis également des magistrats, des gens qui continuent ensuite en passant les concours de l'Union européenne ou bien les concours de la diplomatie ou de la fonction publique en France ou en Allemagne, donc un panel de carrières assez large qui correspond à l'ouverture traditionnelle des études de droit. La particularité de notre programme, c'est que c'est un programme franco-allemand. C'est un programme qui est le premier à s'être placé sur ce créneau des études juridiques franco-allemandes. Et je vais vous voilà, mettre le site qui montre l'université de Cologne, d'ailleurs, en l'occurrence. Donc, c'est le plus ancien des programmes d'échange en matière juridique. Ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à d'autres disciplines, évidemment, le droit est une discipline qui est très nationale. Les parlements en France et en Allemagne adoptent des lois dans la langue française et la langue allemande. Les juridictions rendent des décisions de justice également en français et en allemand. Donc, le droit reste très lié à la culture nationale, même si le droit européen se développe, même si le droit international nous donne des points de rapprochement par rapport aux disciplines plus purement scientifiques où beaucoup se fait en anglais et de manière très internationale. Les mathématiques sont à peu près les mêmes en France et en Allemagne. Le droit, lui, reste très national, ce qui suppose un investissement dans les études, particulièrement qui permet d'acquérir les clés qui vont permettre de développer une carrière au niveau international ou au niveau franco-allemand. Ce sont donc les universités de Paris 1 et l'université de Cologne qui ont toutes les deux les plus grandes facultés de droit dans chacun de leurs pays qui ont décidé de collaborer. Et le programme que nous proposons, alors nous ne sommes pas les seuls à intervenir sur ce créneau des études juridiques franco-allemandes, de nombreux partenariats se sont mis en place par la suite qui présentent tous leurs avantages et leurs inconvénients. Ce qui fait en tout cas la caractéristique du programme de Paris 1 et de Cologne, c'est que les études se déroulent de manière paritaire dans chacun des deux pays. Elle se déroule en 4 ans, c'est-à-dire que 4 années, 2 années et 4 semestres se déroulent d'abord à l'université de Cologne. C'est donc à Cologne que les étudiants vont commencer leurs études. Et puis, après 2 années de droit allemand en allemand dans une faculté allemande, les études se déroulent pendant 2 ans à Paris 1. Et là, en langue française, avec les traditions des universités françaises et en étudiant, bien entendu, le droit français. Des études donc, qui sont complètement intégrées par la parité des programmes et des études qui sont également complètement intégrées par la parité des promotions, c'est-à-dire que nos promotions sont composées pour moitié d'étudiants français, pour moitié d'étudiants allemands, et ils suivent le programme pendant les 4 années d'études. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croisement dans lequel les Français commencent en France et les Allemands en Allemagne pour ensuite se croiser ou se retrouver pendant une période plus limitée. Ce sont les mêmes étudiants qui étudient de la première à la dernière année et ça participe vraiment à... C'est un des grands intérêts, je crois, du programme et ça participe à la mise en place par la suite, à la constitution en tout cas, d'un réseau de juristes français et allemands extrêmement solide. Notre programme existe depuis 35 ans l'année prochaine. Et depuis 35 ans, eh bien, nous avons des carrières qui se sont développées et un réseau d'anciens étudiants dans toutes les professions qu'ils ont pu adopter, qui est un appui aussi solide pour ceux qui, à la fin de leurs études, entrent dans le marché du travail. Ces études franco-allemandes et de programmes de Paris 1 et de Cologne, je crois qu'on peut ajouter sur ce point le fait qu'ils se déroulent dans deux universités, dans deux lieux qui sont assez attractifs. La ville de Cologne est relativement facilement joignable depuis la France grâce au réseau des intercités et des TGV, donc on voyage facilement d'un côté et de l'autre.
La ville de Cologne, avec le Rhin, la douceur de la vie universitaire allemande, je crois, laisse un souvenir impérissable à nos étudiants. Et puis quand ils arrivent à Paris, le rythme est un petit peu plus rapide, probablement, ne serait-ce que pour la vie dans la grande ville. Mais c'est quelque chose qui eh bien, passionne et est complémentaire pour nos étudiants. Alors qu'ajouter de plus? Je vais peut-être faire une présentation un peu rapide et puis répondre ensuite à des questions, ce qui sera le meilleur moyen de faire le tour de ce programme. Tout d'abord, et c'est, je pense, ce qui intéresse actuellement l'auditoire, c'est-à-dire les élèves des classes Abibac, comment opérons-nous notre recrutement? Alors, le recrutement, comme je l'ai dit, il est double. Nous recrutons une trentaine d'étudiants allemands et une trentaine d'étudiants français, ce qui fait des promotions de 60 étudiants pendant 4 ans. Nous avons donc autour de 240, 250 étudiants qui étudient en permanence au sein du programme. C'est un programme assez important, et c'était aussi une de ses caractéristiques. Donc nous, à Paris 1, nous nous occupons du recrutement de 30 Français, pendant que mes collègues de l'Université de Cologne s'occupent de recruter 30 étudiants allemands. Euh, alors, ces étudiants, nous les recrutons d'abord sur dossier. Il faut s'inscrire sur Parcoursup et puis nous envoyer un dossier. Nous étudions d'abord les dossiers, puis ensuite nous invitons les étudiants que nous avons sélectionnés. Nous en retenons 80 dans un premier temps. Et ces 80, nous les entendons pendant un entretien qui a lieu à Paris, qui sera cette année, je crois, le 11 et le 12 mai, mais je vais vous retrouver la date exacte et je vous la repréciserai dans un instant. La date exacte, oui, c'est ça, c'est le 11 et le 12 mai. Alors, ça tombe un peu pendant le week-end de l'Ascension, mais avec le calendrier de Parcoursup, c'est ce que nous avons trouvé, c'est un vendredi et un samedi. Et cet entretien bien nous permet de retenir parmi les 80 que nous avons convoqués, bien les 30 que nous serons heureux d'accueillir dans le programme dès la rentrée de septembre. Alors moi, je ne les accueillerai pas immédiatement parce qu'ils partiront à Cologne et je les retrouverai 2 ans plus tard à Paris avec leurs camarades allemands qu'ils auront connus depuis 2 ans déjà. Alors, quels sont les critères? C'est ça aussi qui est intéressant pour faire les lettres de candidature et savoir un peu comment les choses se déroulent. Quels sont les critères sur lesquels nous nous appuyons? D'abord, ce sont des études de droit. Donc, ce que nous demandons aux étudiants, c'est de venir sans doute pour faire un programme franco-allemand, mais surtout pour faire des études de droit. Parce que du franco-allemand, on peut en faire évidemment dans des disciplines très nombreuses. Nous, on forme des juristes, donc il faut avoir un intérêt pour les métiers du droit, avoir peut-être une idée un petit peu vague déjà d'un projet professionnel. Nous examinons donc les dossiers écrits qui maintenant sont arrivés déjà à maturité puisqu'ils doivent être envoyés dans les semaines qui viennent sur Parcoursup et nous tenons compte évidemment de la maîtrise de la langue allemande puisque les étudiants français commencent tout de suite en Allemagne dès le mois de septembre. Et puis, nous tenons compte, au-delà de ça, puisque la plupart des élèves des classes Abibac et puis d'autres types de formations, d'ailleurs, notre programme n'est pas réservé aux étudiants des classes Abibac, même s'ils sont très, très centraux dans cette formation, eh bien, nous tenons compte aussi des expériences qui ont pu être faites par les élèves dans le cadre de leur cursus, les stages qu'ils ont pu parfois faire pour compléter le stage de troisième ou les investissements qui ont été leurs dans des associations, tous éléments qui nous permettent d'avoir une idée un peu de leur ouverture sur le monde, de leur intérêt pour les questions économiques, sociales, qui sont tout de même eh bien, la matière à partir de laquelle les juristes travaillent. Et puis enfin, nous essayons d'examiner aussi un petit peu quel est le degré de maturité, puisque ces élèves ont quitté leur famille pour aller étudier à Cologne. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas très loin de la France, mais malgré tout, il faut se débrouiller pendant 2 ans à peu près. Donc, on essaye de réunir tous les éléments pour que cela se passe le mieux possible. Donc, ce sont ces critères que nous essayons d'abord d'examiner autant qu'il est possible dans les dossiers écrits. Et puis ensuite, lors de l'entretien, c'est un entretien qui se déroule en langue allemande. Je fais ça avec ma collègue qui dirige le programme du côté de Cologne et notre directrice des études à Paris. Et c'est un entretien qui, eh bien, évidemment, on ne parle pas tellement de questions purement juridiques, si ce n'est parfois de poser un petit problème juridique pour voir comment un étudiant, nous savons très bien qu'il n'a pas encore étudié le droit, analyse et construit.
Et puis nous engageons une conversation à partir de ce qu'on a dans le dossier, quels sont les intérêts, quels sont les projets, quelles sont les expériences qui ont déjà été faites, qui nous permettent donc en langue allemande de développer un échange et d'essayer de nous faire, au-delà des notes, des lettres de candidature, une idée un peu des candidats. Donc, je crois qu'il n'y a pas de grand-chose de très précis à préparer, si ce n'est évidemment eh bien, avoir une idée de l'actualité franco-allemande, avoir une idée de l'histoire allemande, de l'histoire de France, enfin voilà, toute cette culture générale qu'on peut attendre de la part d'un lycéen et qui nous permet d'engager une discussion sur des thèmes qui varient en fonction de chacun. Alors voilà pour les conditions de la sélection. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce programme de Paris 1 et de Cologne est un programme qui est labellisé par l'Université franco-allemande. L'Université franco-allemande que vous connaissez probablement, qui est une structure portée par les gouvernements français et allemands pour promouvoir et accompagner les programmes du type du nôtre. Ces programmes sont expertisés par des experts indépendants tous les 4 ans et depuis 35 ans, nous sommes régulièrement réintégrés, ou plus exactement maintenus, dans les programmes de l'université franco-allemande, ce qui présente aussi un intérêt particulier pour les étudiants, puisque lorsqu'ils sont en phase de mobilité, c'est-à-dire pour les Français, pendant les 2 années qu'ils passent à Cologne, eh bien, ils disposent d'une bourse qui est un peu plus de 300 euros, je crois, pour l'instant, et qui leur permet donc de voilà, participer pour une part aux frais qu'ils doivent exposer pour vivre dans cette ville. Puis, quand ils sont à Paris, ce sont les Allemands qui perçoivent cette bourse. Donc l'Université franco-allemande, c'est un label de qualité d'une part, et puis c'est aussi une aide tout à fait matérielle pour le déroulement de ces études franco-allemandes. Comment les études se déroulent-elles? Je l'ai dit, 2 ans à Cologne, 2 ans à Paris. Alors, qu'est-ce que l'on étudie? L'idée qui a présidé à la mise en place de nos maquettes, c'est-à-dire de nos programmes, et que nos étudiants quittent après 4 ans d'études ce programme en ayant, sans perdre de temps, une formation qui est de valeur équivalente à celle qu'aurait eu un étudiant français dans un programme purement français en 4 ans ou un allemand pendant 4 ans en Allemagne. Et donc les étudiants sortent de notre programme avec un niveau de M1 français et en Allemagne avec un niveau de bachelor qui correspond à peu près à la même chose du côté allemand, ce qui leur permet ensuite de prolonger leurs études. Alors de quelle manière? Eh bien, la possibilité évidemment est de continuer ces études de droit en France ou de les continuer en Allemagne principalement. Donc une partie des étudiants repart en Allemagne à l'issue des 4 ans pour préparer l'examen d'état de droit, qui est la fin des études, c'est-à-dire qu'il faut compter à peu près encore 3 semestres d'études après nos 4 ans pour avoir le premier examen d'état allemand, et ensuite une période de stage et puis un deuxième examen d'état. Ça, c'est la méthode allemande. Et donc, on arrive tout à fait dans les temps. Et lorsque nos étudiants passent l'examen d'État, ils n'ont pas plus âgé que ne le serait un étudiant qui aurait fait toutes ses études en Allemagne. Il en va de même en France, puisque la poursuite d'études, après le programme de Paris 1 et de Cologne, peut aller, alors, soit rester dans les facultés de droit, à Paris 1 par exemple, mais également toutes les autres facultés de droit qui existent dans un programme de Master 2. Et d'autre part, nous avons également beaucoup d'étudiants qui partent alors faire des masters à Sciences Po, dans des écoles de commerce ou ailleurs. Donc, on a qui font des écoles de journalisme ou des choses un peu diverses, puisque les formations juridiques sont traditionnellement considérées comme ouvrant des portes assez nombreuses. D'autre part, nos étudiants ont également la possibilité d'entrer dans la prolongation facultative, mais prolongation tout de même de notre programme, qui est un Master 2, juriste international, et qui permet eh bien, de passer une 5e année d'études, une année de Master 2, dans un 3e pays avec une 3e langue. Et donc, on peut partir à ce moment-là en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, pour aller prolonger sa formation de juriste et obtenir à la fin ce diplôme de Master 2 de juriste international qui donc sanctionne un programme trinational avec l'Allemagne d'abord, la France ensuite, et puis un 3e pays qui est laissé au choix des étudiants pour la dernière année. Voilà un peu pour la façon dont le programme est conçu.
Alors, l'ayant conçu de cette manière, il fallait ensuite mettre à l'intérieur des briques. Alors, peut-être être un peu rapide sur ce sujet, parce que les étudiants qui ne sont pas encore juristes, évidemment, ce n'est pas la peine d'entrer dans un détail qu'ils découvriront progressivement. Mais l'idée tout de même est qu'à Cologne, ils étudient les matières principales et les plus générales du droit allemand, donc le droit civil, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit pénal, le droit commercial. Et puis ensuite, eh bien, ils prolongent ces études en Allemagne par l'étude du droit civil français, du droit constitutionnel français, du droit administratif français. Ça, c'est ce qui est le côté complémentaire de ces 2 fois 2 années d'études. Et puis, nous avons évidemment un tronc commun de droit international et de droit européen qui commence en Allemagne et qui se prolonge à Paris 1, puisque là, le droit européen, évidemment, est le même par définition en France et en Allemagne. Donc, on a là une progression sur les 4 années du cursus. Vous trouverez alors ces détails sur le site que j'ai affiché ici. Donc, c'est une page, vous avez l'adresse qui est www.sorbonne.international. Là, vous serez sur ce qu'on appelle le Collège international de droit de la Sorbonne, avec ce programme de Cologne sur lequel nous sommes. Et nous avons la même chose avec Londres, avec Madrid, avec Florence, avec New York. Et puis ensuite, le Master 2 dont je vais parlé, qui est le Master 2 de juriste international, facultatif, mais qui est de plus en plus adopté par nos étudiants. Et puis là, quand on va sur Cologne, eh bien, on a toute la page qui indique un petit peu comment ce programme se déroule. Vous pourrez y voir quelques films que nous avons faits lors d'anniversaire de nos programmes, vous voyez, pour les 20 ans, les 25 ans, les 30 ans, et puis maintenant les 35 ans du programme. On aura un nouveau film l'année prochaine. L'enseignement est décliné, donc vous trouverez sur ce site les cours qui sont développés à Cologne. Donc, voilà, là, c'est vraiment selon les méthodes de chacune des universités, donc selon les méthodes allemandes en Allemagne. Et ensuite, quand on arrive à Paris, selon les méthodes de Panthéon-Sorbonne, donc vous avez la maquette générale des cours qui sont suivis. Le contrôle des connaissances, là encore, je crois que ce qui fait le grand avantage du programme, c'est qu'on suit complètement les usages de chacun des pays. Donc, les examens sont organisés à l'allemande en Allemagne, à la française en France, ce qui fait que nos étudiants, quand ils sortent, ont vraiment une connaissance intime de ce qu'est un juriste allemand et de ce qu'est un juriste français. Alors, évidemment, ils dérouleront leurs études ensuite, ou leur vie professionnelle plus exactement, dans un pays ou dans l'autre, voire à l'étranger. Euh, et ils feront, s'ils sont au Royaume-Uni, du droit anglais, s'ils sont en France, du droit français, s'ils sont en Allemagne, du droit allemand, mais en ayant une connaissance très intime de ce qu'est, s'ils sont en France, les réflexes d'un juriste allemand. Et ça leur sera évidemment très utile pour traiter d'affaires internationales, pour traiter de clients allemands qui ont des problèmes juridiques en France, pas une entreprise allemande qui a des usines en France et qui doit, évidemment, selon le droit français, régler les problèmes qu'elle peut rencontrer. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si cette formation est une formation au départ franco-allemande, elle permet à des étudiants issus des classes Abibac de capitaliser sur la formation qu'ils ont reçue auparavant, qui est une formation déjà franco-allemande, et donc de la prolonger au niveau universitaire. Mais c'est également avoir comme un marchepied, non pas pour rester ad vitam aeternam dans le domaine franco-allemand, mais pour ensuite eh bien, entrer de plein pied dans les affaires internationales, parce qu'en réalité, cette capacité d'interculturalité, cette capacité de voir le droit sous deux types de lunettes différentes, les lunettes françaises et les lunettes allemandes, c'est une capacité qui ensuite peut être valorisée lorsqu'on doit travailler éventuellement en droit espagnol, en droit de common law anglo-saxon, éventuellement en droit chinois pour ceux qui eh bien, se destineraient à agir dans ce cadre géographique. Et donc les recettes, comment dire, cette approche un peu décentrée de deux droits qui se prolonge dans la 5e année par un troisième droit, c'est quelque chose qui permet à nos étudiants de travailler très largement au plan international. Si on prend simplement les statistiques que nous avons faites sur nos anciens étudiants, je nous dis à peu près 50% d'entre eux sont avocats. Et quand on examine dans quel type de structure d'avocats ils travaillent, eh bien, c'est en réalité 10% qui sont dans des cabinets franco-allemands et les autres sont dans des cabinets internationaux qui traitent donc de clientèle de tout pays,
qui sont amenés éventuellement à bouger dans ce cas. Donc c'est un franco-allemand qui prépare de la meilleure manière qui soit, parce que le droit français et le droit allemand sont même les deux grands droits de l'Union européenne, eh bien les carrières internationales qui peuvent suivre. Le processus de sélection, j'en ai dit un mot déjà. Euh, et puis enfin, nous avons effectivement un réseau d'alumni qui est extrêmement solide et qui nous aide beaucoup, alors à la fois à accompagner les étudiants pendant leurs années d'études, à Cologne comme à Paris 1, en organisant notamment par des voyages à Bruxelles pour aller voir de près les institutions européennes, en organisant des rencontres avec les cabinets d'avocats à Cologne et à Paris, en allant visiter les grandes institutions telles que la Cour de cassation, le Conseil d'État à Paris. Donc un rôle d'encadrement des étudiants. Nous avons pour les étudiants qui commencent un double système, un système d'abord de parrainage qui fait que les étudiants de la promotion d'avant eh bien, donnent la main à ceux qui arrivent. Donc, quand vous arriverez, pour ceux d'entre vous qui viendraient chez nous, à Cologne pour commencer vos études en septembre prochain, ça va arriver très vite, eh bien, les Français et les Allemands qui auront étudié, qui sont en train d'étudier cette année, qui seront passés en deuxième année, eh bien, vous seront en contact avec vous, vous serez appariés pour vous faciliter l'installation à Cologne. Et puis, nous avons un autre système également que nous appelons le mentoring, qui fait que les étudiants qui sont en cours d'études sont également mis en contact avec des anciens du programme, qui sont déjà avocats, magistrats, juristes d'entreprise ou autre chose, et ce qui permet aussi pour nos étudiants d'avoir déjà un point d'appui pour avoir une vision plus précise de leur objectif de carrière et de ce qu'ils veulent faire par la suite. Euh, voilà, donc ce réseau, je crois, est vraiment tout à fait remarquable. Il s'appuie beaucoup aussi sur la fidélité de nos anciens et la fidélité de ces anciens. Eh bien, je crois que ça fonctionne sur l'idée qu'ils ont beaucoup reçu pendant le programme et qu'ils souhaitent eh bien, continuer de rendre un peu pendant leur vie professionnelle à ce programme qui a été pour eux très, très formateur. Voilà ce que je peux dire en m'appuyant bon, plus directement sur le programme. Et puis, je conclurai peut-être à ce moment en disant que mais les questions juridiques occupent évidemment une place très, très centrale dans nos sociétés, particulièrement dans le cadre de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est d'abord une union de droit, avec tout ce que la notion de droit comporte de stabilité, éléments qui favorisent le maintien de la paix pour régler les litiges et les conflits. Éléments de prospérité aussi, parce que les entreprises viennent s'installer en Europe si elles peuvent compter sur un droit stable et efficace. Donc le droit est au cœur de beaucoup de choses et étudier les droits eh bien, permet de se confronter à des réalités très, très différentes de l'évolution de la société. C'est quelque chose qui correspond bien à des esprits qui ont à la fois le caractère analytique qu'on peut trouver dans les sciences mathématiques ou les sciences exactes, et en même temps qui ont un attrait pour s'intéresser, comme je le disais, aux programmes économiques et sociaux de notre époque, en les abordant évidemment sous un angle juridique qui n'est pas exclusif des autres disciplines, qui sont évidemment très utiles aussi. Mais le juriste est un petit peu à l'interface entre cette analyse souvent très, très, très rationnelle des choses et cette confrontation avec la vie économique, politique et sociale du pays, de l'Union européenne et du monde tout entier. Euh, voilà, je crois ce que je peux en dire pour engager les étudiants à suivre le droit. Si vous avez une hésitation, l'université qui est notre université sœur, nous partageons largement nos locaux à Paris 1 de Paris 2, a développé un MOOC qui s'appelle Le droit est-il fait pour moi ou suis-je fait pour le droit? Je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais qui est très bien fait et qui permet, en suivant cette formation pendant quelques semaines, eh bien, d'avoir une présentation de ce qu'est le droit, de ce que sont les études de droit. Alors, c'est fait pour des étudiants français, enfin des études en France, mais enfin, même si le droit allemand se distingue à de nombreux égards par son contenu et par ses méthodes d'enseignement du droit français, il y a tout de même des éléments en commun. Voilà ce que je peux dire. Merci David Et Capitan pour ce rappel du rôle central du droit à tout niveau d'échelle. Il y a déjà plusieurs questions qui vont pouvoir vous être posées. Je passe la parole à Christophe Lapalu qui peut relayer une des premières questions. On sera vigilant. Alors, appel aux élèves qui sont connectés. N'hésitez pas à poser vos questions. La demi-heure qui s'annonce est pour vous.
Alors, Très bien. première question, peut-être. Alors, oui, alors peut-être qu'on peut sérier certaines questions. Il y en a plusieurs qui concernent le recrutement. Et donc, une première question sur les spécialités. Est-ce qu'il y a des spécialités recommandées? Vous savez que les élèves de terminale, de première et terminale, donc choisissent des spécialités. Ça peut être histoire, géographie, géopolitique, ça peut être plus littéraire, plus scientifique. Est-ce qu'il y a des spécialités qui sont recommandées à vos yeux, précieuses plus que d'autres? Alors pour ce qui nous concerne, d'abord nous recrutons, nous sommes des juristes, nous ne sommes pas des spécialistes de toutes les disciplines. Alors voilà, nous voyons arriver des candidats avec des dossiers qui sont assez variés. Je dois dire qu'on n'a pas de préférence particulière. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qu'on regarde, c'est le niveau général des notes, hein. On a des candidats qui sont bons pour la plupart, mais il faut qu'on en choisisse 30. Alors on regarde évidemment le niveau général des notes. On n'a pas d'intérêt particulier pour les sessions ou les choses qui sont choisies. Alors, je disais que les gens qui ont fait des études, alors je ne sais pas comment ça se qualifie maintenant dans les spécialités, mais qui ont des spécialités mathématiques ou de sciences exactes, eh bien, c'est quelque chose qui correspond tout à fait au droit parce qu'ils ont développé cette capacité d'analyse très rigoureuse qui est tout à fait nécessaire dans un raisonnement juridique. Ceux qui ont suivi des études plus littéraires ont évidemment développé des capacités peut-être d'expression, de synthèse, de rédaction qui sont extrêmement utiles pour le juriste parce que le juriste, c'est d'abord quelqu'un qui produit des textes, des notes, des jugements, des conclusions, selon le métier qu'il fait, mais c'est un travail d'écrit. Donc ces capacités d'expression seront très utiles. Et ceux qui ont choisi des disciplines qui les amènent vers l'étude de l'économie ou des sciences sociales, eh bien, comme je l'ai dit, le droit, c'est d'abord quelque chose qui se nourrit de problématiques issues des questions économiques, beaucoup pour les entreprises, ou sociales également. Et donc, je crois que voilà, pas de vraiment là, on est extrêmement ouvert sur ce genre de choses. Et donc, ce qui compte, c'est les capacités, les résultats qui sont obtenus. Et que, alors j'insiste aussi beaucoup sur la rédaction des lettres de candidature, parce que finalement, la seule chose que nous ayons dans les dossiers de la part des candidats, c'est la lettre de candidature. Bon, les notes, on voit les notes. Alors, je lis comme tout le monde dans la presse, que faut-il penser des notes avec les nouveaux systèmes, le contrôle continu, etc. Donc, j'ai les mêmes interrogations que tout le monde. Je n'ai pas de solution particulière. En revanche, la lettre de candidature, ça, c'est quelque chose de tout à fait tangible. Et donc, soignez vos lettres de candidature. Je crois que vous avez un nombre limité de caractères, malheureusement, sur Parcoursup pour les faire, mais utilisez-les au mieux. Soignez votre orthographe, soignez votre expression, parce que les vieux professeurs que nous sommes, évidemment, quand ils voient traîner des fautes d'orthographe, se disent oh là là, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qu'il écrit, il n'est sans doute pas très intéressé par le programme parce qu'il nous envoie un truc pareil. Et donc, ça peut avoir un effet tout de même tout à fait discriminant. Pour le reste, mettez en évidence, comme je l'ai dit, ce qui permet de voir que dès le départ, vous avez une bonne connaissance du pays voisin, de sa langue, que vous vous êtes intéressé aux questions économiques et sociales, ou bien que vous avez eu des résultats tout à fait extraordinaires. Enfin, voilà, il faut mettre en évidence, évidemment, ces qualités. Et je crois avoir résumé à peu près celles que nous attendions. Très bien. Donc, ce sera moins une histoire de spécialité que de notes et puis de lettres de candidature. Très bien. Et il y avait aussi une question qui concernait le parcours de nos élèves durant les années lycée. Vous savez que souvent, ils participent à des programmes, à des voyages, à des échanges. Ils font par exemple un programme SOSE, parfois un programme Voltaire, donc 3 mois, 6 mois en Allemagne. Est-ce que ce sont des expériences qui sont valorisées du recrutement? Voilà une question. Ah ouais, ça vous avez absolument raison de le mentionner. C'est quelque chose que nous valorisons beaucoup. Nous sommes habitués à voir effectivement des étudiants qui ont fait le programme SODE ou le programme Voltaire, ou qui aussi ont été, pour différentes raisons, dans le pays voisin. Évidemment, ces programmes qui sont ouverts à tous eh bien, permettent d'établir d'abord un intérêt pour le pays. C'est aussi ça qu'on essaye de voir, hein. C'est la force vitale, l'intérêt qui fait que les candidats viennent chez nous et qui doit se prolonger ensuite pendant 4 années, qui sont quand même des études assez lourdes. Donc, il faut que cet enthousiasme les tienne pendant les 4 années. Le fait d'avoir déjà pris la peine antérieurement de sortir de chez soi pour aller voir ce qui se passe dans le pays d'à côté, c'est évidemment quelque chose de très valorisé. Cela dit, ce que je veux peut-être ajouter ici aussi, c'est que même si une bonne maîtrise de la langue allemande est utile pour suivre ces programmes, parce qu'à Cologne, il n'y a pas de cours d'allemand, hein. À Cologne, vous avez des profs de droit allemand qui vous parlent dans des amphithéâtres de droit allemand.
Donc, il faut suivre, prendre des notes, et puis au moment de l'examen, être capable de rédiger quelque chose. Alors, pour les premières semaines, ça va être un peu difficile, après on s'y met. Ce que je veux dire tout de même, c'est que nous avons à cœur de ne pas prendre comme étudiants uniquement des étudiants qui viennent de familles franco-allemandes et qui ont l'allemand comme langue maternelle. C'est important pour nous aussi d'avoir des franco-français qui ont appris l'allemand au lycée et qui, eh bien évidemment, l'ont appris suffisamment correctement pour qu'on ne les envoie pas au casse-pipe en les envoyant au mois de septembre en Allemagne, mais ça, c'est le rôle de notre entretien, de vérifier qu'ils sont adaptés. Euh, mais donc avec un français scolaire, un allemand pardon, scolaire qu'on a appris, éventuellement qu'on a continué dans des programmes comme Sauzet ou Voltaire ou dans des programmes linguistiques pendant l'été, c'est tout à fait suffisant pour poser une candidature. Il ne faut pas hésiter à cause de ça. Très bien. Alors, pour ceux qui se projettent et qui se demandent s'il y a des aides pour le logement, on sait que Paris, Cologne, la chose n'est pas forcément aisée. Vous aviez évoqué les 300 € de bourse de l'UFA, mais pour le côté logement, est-ce qu'il y a des conseils ou est-ce qu'il y a des choses qui existent? Alors, on se loge d'abord, si on veut sérier les problèmes chronologiquement, plus facilement à Cologne qu'à Paris. Cela dit, à Cologne comme à Paris, nous avons le fameux réseau des anciens, hein, des anciens étudiants, puis des étudiants qui bougent, qui partent. C'est-à-dire qu'il y a une bourse des logements, et comme on a une soixantaine d'étudiants qui quittent Cologne au bout de 2 ans d'études pour revenir à Paris, ils ont évidemment des appartements, des chambres, des locations, et les choses se transmettent de cette manière d'une génération à l'autre. Et c'est la même chose à Paris. Nous avons des propriétaires qui, depuis de nombreuses années, louent un appartement en colocation à des étudiants de notre programme. Et donc, ces vocations se transmettent de main en main et ça facilite aussi un peu les choses pour ceux qui n'ont pas de famille à Paris, ce qui est le cas. On recrute au niveau national, donc on a beaucoup d'étudiants provinciaux et qui doivent se loger à Paris. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le conseil que je donnerais, d'abord, pour ceux qui seront recrutés, on enverra des informations et des contacts avec les associations d'étudiants pour organiser les choses en temps et en heure. Mais une recommandation qu'il faut faire maintenant, c'est que quand vous organisez des colocations ou vous choisissez des logements, évitez de vous mettre entre Français dans un même appartement, parce que sinon vous allez parler français la plupart du temps, et c'est pas ça qui va vous aider à bien réussir vos études. Donc essayez de vous mélanger autant qu'il est possible avec des Allemands ou d'autres nationalités quand vous arrivez à Cologne. C'est recommandable. Donc, si vous avez la liberté de choisir, c'est mieux plutôt que de se mettre avec 2 ou 3 du lycée en disant on va prendre un truc ensemble et ce sera sympathique. Très bien. Alors, il y a une petite question, une demande de clarification par rapport à la dénomination du cursus. On demande pourquoi Paris 1 et pas Panthéon-Assas. Alors parce que les universités parisiennes sont nombreuses et que l'université qui porte le programme avec l'université de Cologne, c'est l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. L'université Paris 2, Panthéon-Assas, avec laquelle nous entretenons les meilleures relations, qui est aussi un peu comme Paris 1, la fille de la vieille faculté de droit de Paris qui a été divisée en 1968, commence à faire quelques années. Eh bien, l'université de Paris 2 a également monté un programme franco-allemand, qui est un programme qui fonctionne avec l'université de Berlin, avec l'université Humboldt de Berlin, mais qui est un programme qui fonctionne finalement assez, et il y en a un autre également avec l'université de Munich, mais c'est un programme qui fonctionne différemment du nôtre, c'est-à-dire que les étudiants français commencent leurs études en France, pendant que les étudiants allemands commencent leurs études en Allemagne, et ensuite les étudiants français rejoignent les étudiants en Allemagne, pendant que les étudiants allemands viennent en France, donc il n'y a pas le même esprit de promotion. Et d'autre part, le temps que vous passerez dans le programme de Paris 2 dans le pays voisin est une année, voire une année et demie, alors que dans le programme, vous y passez 2 ans. Donc, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si vous ne vous sentez pas assez bon en allemand pour partir en Allemagne tout de suite, et bien à ce moment-là, il vaut peut-être mieux commencer en France. Si vous voulez en revanche avoir un programme très intégré et avec une longueur qui lui assure et bien aussi une certaine densité de compétences. Je crois que le programme de Paris 1 n'est pas mauvais. Mais enfin voilà, en tout cas, il ne faut pas confondre Paris 1, Paris 2, et puis il y a beaucoup d'autres universités qui ont des programmes du même type, l'université de Rennes avec l'université de Erlangen, l'université de Cergy-Pontoise avec l'université de Düsseldorf, et on pourrait les multiplier. Si vous voulez avoir une vision générale de tous les programmes en droit
franco-allemand qui existent, eh bien, il faut aller sur le site de l'université franco-allemande. Et là, vous avez un guide des étudiants en ligne et vous rentrez un certain nombre de critères et ça vous sort tous les programmes de ce type. Et vous pourrez les comparer ensuite. Ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Très bien, merci. Alors, quelqu'un demande aussi si une licence c'est 3 ans, c'est-à-dire que on obtient la licence de droit franco-allemande une fois qu'on a fait les 2 années à Cologne, plus une année à Paris. Enfin, voilà la question. Alors, comme notre programme est en 4 années, parce qu'il existe en réalité avant le système licence-master, donc on l'a maintenu à 4 ans pour maintenir cette parité d'études qui en fait la principale caractéristique. En termes de diplôme, les choses se déclinent de la manière suivante. Le programme est un espèce de tuyau qui dure 4 ans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, au bout d'un an ou deux, décider de sortir. Enfin, on peut évidemment décider de sortir, mais sans diplôme. Et en effet, les diplômes sont délivré à l'issue des 4 années d'études. Et à ce moment-là, lorsque vous avez terminé les 4 années d'études, vous obtenez 3 diplômes en réalité, puisque vous obtenez un diplôme de bachelor en droit allemand, et vous obtenez pour ce qui est de la France le diplôme de licence et le diplôme de maîtrise. Le diplôme de maîtrise, pour le qualifier le niveau M1, est un diplôme qui continue d'être délivré, même s'il est plus mis en avant. Parce que les principaux diplômes, c'est la licence et puis 2 ans plus tard le master. Mais il y a encore intercalé entre les deux le diplôme de maîtrise qui est rarement délivré, mais que nous continuons de délivrer parce qu'il sanctionne ce niveau M1. Donc, ces 3 diplômes sont délivrés, mais à la fin des 4 années d'études. Donc, si on décide de s'en aller en cours de route, on peut se réintégrer dans une formation probablement ailleurs, sous réserve qu'on y trouve des équivalences. Mais les diplômes que nous délivrons sont délivrés qu'à l'issue des 4 années. Donc, c'est un pack de 4 années. Quand on signe pour 4 ans. D'accord, très bien. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la dimension internationale de la formation et des, et des, des issues professionnelles pour les étudiants. Est-ce que dans le cadre d'un master, il est possible aussi d'aller à l'étranger? Et là, quelqu'un demande si en Suisse, par exemple, c'est possible. Alors, on ne peut pas aller en Suisse parce que, en tout cas, dans le cadre de notre 5e année de juriste international, Master 2, là, c'est un diplôme de master, pour le coup, qu'on obtient à la fin. Simplement, pour être véritablement international, nous avons souhaité que les étudiants qui ont étudié en allemand en Allemagne et en français en France, eh bien, poursuivent leur 5e année d'études dans un pays qui soit un troisième pays, donc ni l'Allemagne ni la France, mais en plus une troisième langue. Donc la Suisse, alors, sauf à trouver une université dans laquelle on enseigne en romanche ou en italien, peut-être, on peut trouver ça, probablement, mais on peut aller en Suisse à condition d'aller dans une université dans laquelle on enseigne en italien, puisqu'il faut absolument avoir une troisième langue. Et pour le reste, on peut aller dans le monde entier, et notamment pour ce qui concerne nos étudiants, une grande partie d'entre eux souhaitent avoir une mention anglo-saxonne sur leur CV. Et donc, ces 2 années franco-allemandes sont la meilleure première marche avant de continuer par une année dans une université. Alors là, on a il y a évidemment ceux qui partent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, dans les pays où l'anglais est la langue officielle. Mais nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui partent étudier, par exemple, le droit européen en langue anglaise dans des universités des Pays-Bas ou qui continuent avec le Collège de Bruges. Le Collège de Bruges, qui est une institution européenne qui prépare au concours de l'Union européenne. Nous avons chaque année plusieurs étudiants qui vont continuer là-bas. Très bien. Alors justement, là, vous parliez il y avait une question qui allait dans ce sens, qui concernait la possibilité de concours européen. Alors c'était peut-être ce qui était, ce que l'élève avait en tête en posant cette question. Euh, Alors, les fonctionnaires européens, comme la plupart des fonctionnaires, sont recrutés sur la base de concours. En Allemagne, un peu différent de ce qu'on fait en France. L'Union européenne a plutôt repris le modèle français des concours. Mais dans un pays comme dans l'autre, il est vrai qu'une partie des matières qui sont à étudier pour passer avec succès ces concours sont des matières juridiques. Donc, des études de droit, ne serait-ce aussi que par la capacité d'analyse qu'elle renforce et puis de rédaction, parce qu'encore une fois, le métier des juristes, c'est un métier de rédaction, eh bien, sont de très bonnes formations pour préparer ces concours. Cela dit, on ne les passe pas directement à l'issue des 4 années d'études pour aller passer les concours de l'Union européenne. Encore une fois, il faut les préparer.
Et en général, on les prépare dans ces formations. Alors, il y en a le collège de Bruges et le collège de Natolin, hein, qui sont en Pologne, qui sont les deux structures financées par l'Union européenne et qui préparent principalement à passer ces concours. D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'écoles partenaires ou est-ce que le champ est totalement ouvert? Est-ce qu'il y a des partenariats particuliers Avec des écoles. j'imagine avec oui, avec des écoles ou des universités tierces, puisque Alors vous... non, pour la 5e année d'études, nous avons des possibilités, mais qui dépendent en réalité. Les étudiants, pour le dire le plus simplement possible, les étudiants ont la liberté la plus grande pour choisir le pays et l'université dans laquelle ils veulent aller étudier. Nous, on va contrôler que ce n'est pas une infâme boîte à bac développée par des gens inconnus au fin fond de la Chine. Bon, on regarde quand même le sérieux de l'université, mais au-delà de ça, on est vraiment extrêmement ouvert sur on considère qu'au bout de 4 ans, les étudiants sont suffisamment informés et ont suffisamment leur avenir en main pour savoir ce qu'ils veulent faire. Et donc, on est sur ce sujet-là extrêmement ouvert. Ils peuvent être vraiment dans le pays qu'ils veulent, pour peu que ça ne soit pas en allemand, ni en français, que ce soit ni la France ni l'Allemagne. Pour le reste, le monde entier leur est ouvert. Et pour ce qui est de l'organisation de la mobilité, ils peuvent le faire exactement comme ils veulent. Donc, ils peuvent choisir eux-mêmes de poser leur candidature dans une université à Shanghai, déposer leur dossier, être accueillis. Nous, on demande simplement la lettre de l'université de Shanghai qui les accueille. Et puis ensuite, voilà, on reconnaîtra les notes qu'ils ont eues à Shanghai et on leur délivrera le diplôme de Master 2 qui sanctionnera ces 5 années d'études. Cela dit, nous avons également des partenariats pariens qui permettent parfois d'accompagner, notamment au point de vue financier, ce type de parcours d'études. Parce que si un étudiant veut aller étudier aux États-Unis pour sa 5e année, évidemment, ça coûte 50 000 $ dans une bonne université pour aller faire cette année d'études. Alors évidemment, les familles peuvent le prendre en charge si elles le souhaitent. Il y a des fondations qui existent par ailleurs qui permettent aussi, je pense à la Studienstiftung des Deutschen Volkes par exemple, ou des régions pour la France qui peuvent prendre en charge tout ou partie de ces frais d'inscription. Mais nous avons également à Paris 1 et Cologne aussi de son côté des partenariats avec des universités américaines qui font que nous pouvons chaque année envoyer un certain nombre limité d'étudiants dans des universités américaines sans qu'ils aient à payer de droits d'inscription, ce qui fait quand même 50 000 $ d'économie. Donc c'est des bonnes conventions. Alors nous nous y tenons beaucoup, nous les développons autant que nous pouvons, mais à ce prix-là, évidemment, elles sont tout de même pas très très nombreuses. Donc là, nos étudiants, chaque année, il y en a 2 ou 3 qui partent avec des bourses de ce type. Et ils sont en concurrence, évidemment, avec les autres étudiants de Paris 1 qui n'ont pas tous fait du franco-allemand. Mais enfin, voilà, si on a de bons résultats, c'est tout à fait possible. Mais on n'est pas obligé de passer par ces partenariats. On peut aller où on veut. Donc, ces partenariats présentent un certain nombre d'intérêts. Si on choisit de les utiliser, pourquoi pas. Ils ne sont pas obligatoires. Bien. Alors, Monsieur Capitaine, auriez-vous quelques conseils pour se préparer au recrutement, à cet entretien qui va présider à l'admission de nos élèves et de vos futurs étudiants? Alors, pour cet entretien, comme pour tous les entretiens que vous aurez à passer dans votre vie, la meilleure des préparations, c'est de vous mettre une seconde dans la peau des gens qui vont vous écouter. Donc, vous essayez d'imaginer pendant 10 minutes que vous êtes le professeur Capitan et que vous allez vous écouter et vous vous demandez ce que je peux attendre qu'on me raconte. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas un recruteur professionnel. Ma collègue de Cologne est professeure de droit à Cologne. Moi, j'enseigne le droit à Paris 1. Donc, on n'est pas des DRH ni des recruteurs professionnels. On ne va pas vous faire des tests à travers lesquels nous saurons exactement tout votre futur en une seconde. Nous, on fait un pari. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord parce que notre programme est un programme lourd, qui demande des capacités de travail tout de même relativement importantes, qui demande une maîtrise de la langue du pays partenaire, et puis qui demande voilà, une volonté pour traverser ces années d'études enrichissantes, mais qui, comme toutes les choses enrichissantes, demandent aussi un certain effort. Donc voilà ce qu'on essaye de trouver, c'est-à-dire qu'on essaye, nous, d'avoir des étudiants qu'on va faire entrer là, parce qu'on n'a que 30 places, donc on essaye d'en entrer 30 et d'en sortir 30, et de faire que ces 30 aient les meilleures notes possibles, puisqu'ensuite ils vont porter notre réputation dans le monde entier. De l'autre côté, nous essayons aussi de faire, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas mettre des étudiants en difficulté. Et donc, le moment de l'entretien, c'est le moment de voir si, selon nous, encore une fois, on n'a pas la boule de cristal ni la pierre de touche qui permettrait d'avoir toutes les réponses, mais on essaye de faire, de pas recruter un étudiant dont on se dit il va pas réussir parce qu'il lui manque telle ou telle caractéristique, ce qui serait pour lui, c'est lui la première victime. Non, s'il part pendant
S'il part pendant 6 mois, bon, c'est pas dramatique, mais s'il part 1 an, 2 ans, puis finalement il n'y arrive pas, qu'il s'accroche, il passe 3 ans et ça marche pas, c'est évidemment un échec pour nous, mais c'est un échec d'abord pour l'étudiant. Donc cet entretien, il est fait d'abord pour trouver le bon match entre le programme, le parcours que nous proposons et les étudiants qui vont l'entreprendre. Donc, on est là pour essayer de percevoir ces qualités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut rentrer là et qu'on pense avoir ces qualités, ben, c'est évidemment les mettre en évidence. Quelles sont-elles? Ben, se débrouiller en allemand, mais ça, on s'en rend vite compte, hein. Celui qui ne comprend pas les questions qu'on lui pose ou qui répond à côté, on se dit, bon, ben, s'il ne comprend pas bien, hein, il ne sera pas à l'aise dans un amphithéâtre allemand parce qu'il ne comprendra pas très bien de quoi on lui parle. S'il y a quelques difficultés d'expression, bon, ça dépend aussi quel est le background de l'étudiant. Si c'est un étudiant qui, a priori, maîtrise l'allemand parce qu'il a la moitié de ses parents qui le sont, ben, on se dit là, il faudrait quand même le parler correctement. Si c'est quelqu'un qui l'a appris au lycée, on se dit bon, ben, il a un bon potentiel. Il n'était pas dans un milieu germanophone, mais il l'a bien appris. Ça va lui demander un peu de travail en arrivant, mais il va s'en débrouiller. Ça nous va tout à fait. Ensuite, comme je l'ai dit, les autres compétences au-delà de l'allemand, bah, c'est montrer une espèce voilà, comment dire, de montrer qu'on a la force mentale pour suivre ce parcours, qu'on a l'intérêt aussi pour le faire, puis montrer un peu de réactivité face aux questions qu'on vous pose. Il n'y a rien de pire que les étudiants qui se mettent dans une position de tortue qui rentre la tête dans sa carapace. Nous, on n'est pas là pour attaquer personne, on est là pour, pendant un quart d'heure, essayer de développer une conversation qui nous permet d'avoir quelques éléments. Donc, moi, je pense qu'il faut que les candidats soient ouverts et qu'ils essayent de répondre positivement aux questions qu'on leur pose, pas en ayant peur de faire des erreurs, mais en essayant de vendre leurs qualités, qui peuvent être le parcours qu'ils ont déjà réalisé, les expériences qu'ils ont déjà pu faire auparavant, qui sont leur capacité d'expression, de synthèse, voilà, trouver des exemples, prolonger une question peut-être mal posée en faisant une réponse intelligente. Enfin, voilà tout ce qui fait qu'un entretien se passe bien et valorisé, parce qu'encore une fois, le métier des juristes, ça sera ça pendant toute leur vie. S'ils sont avocats, ils vont être en contact avec des clients. S'ils sont magistrats, il faudra qu'ils fassent accoucher les justiciables ou les avocats. Et puis, s'ils sont juristes dans une entreprise, il faudra qu'ils convainquent la direction générale que tel ou tel problème juridique peut trouver telle ou telle solution. Donc, c'est un métier je l'ai dit, beaucoup d'écrit, mais aussi de parole, le métier des juristes. Et donc, on essaye de voir un petit peu déjà ce qu'on trouve comme premiers éléments lors de l'entretien. Alors, vous me direz, tout ça est bien vague. C'est sans doute vrai, mais je crois que voilà, ça laisse toute possibilité pour des parcours ou des gens assez différents. Donc, bah, préparez un peu des questions que vous auriez envie de mettre sur la table. Peut-être que vous serez interrogé à un moment où le jury est fatigué. Alors, si vous dites, ah, ben, j'ai suivi ça dans l'actualité, parce qu'on vous dit qu'est-ce que vous suivez de l'actualité franco-allemande, ou bien si vous dites dans votre lettre de candidature, vous pouvez mettre dans votre lettre de candidature, ça c'est une bonne façon de préparer les choses, vous pouvez mettre un peu des petites pierres blanches dans votre lettre de candidature, parce que nous, avant de vous recevoir pour l'entretien, la dernière chose qu'on aura lu vous concernant, c'est relire votre lettre de candidature. Donc on dira, tiens, il parle de ça dans sa lettre de candidature, ça peut faire une bonne entrée en matière. C'est pas garanti, mais si vous préparez un peu l'entretien par votre lettre de candidature, c'est aussi quelque chose probablement de très positif. Bon, Voilà très quelques bien. éléments. Merci beaucoup pour ces conseils. Je crois que l'évocation des universités américaines a retenu l'attention de certains élèves et quelqu'un demande si vous pensiez à des universités en particulier ou encore une fois les possibilités sont, sont larges. Elles sont absolument larges. On peut aller dans toutes les universités américaines qu'on peut. Moi, je ne suis pas un spécialiste des universités américaines, je connais mieux les universités allemandes. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'on a de très bons partenariats à Paris 1 avec des universités américaines de premier plan. Donc pour ceux qui décident de partir dans le cadre de ces coopérations, au-delà de leur avantage financier, ça les amènera dans de bonnes universités. Et puis d'autre part, ils peuvent aller dans toutes les universités également avec lesquelles nous n'avons pas d'accord. Là, il faut simplement qu'ils règlent la question du financement. Évidemment, s'ils partent dans un pays comme l'Italie ou l'Espagne, dans lesquels comment dire, les universités sont financées sur le budget public comme en France, la question du financement ne se pose pas. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Mais au bout de 4 ans d'études, voilà, les étudiants ont ça en tête et ils savent tout à fait comment s'en débrouiller. Bien.
Et quelqu'un se demandait aussi, quand on entend parler d'études de droit en France, la distinction droit privé, droit public intervient. Est-ce que c'est le cas aussi dans le cursus binational? Quelle est la part de droit privé? Quelle est la part de droit public? Y a-t-il un choix à faire à un moment? Alors, notre programme est un programme d'études un peu généraliste. Évidemment, on étudie 2 ans en France et 2 ans en Allemagne, et on est censé sortir en ayant les compétences d'un étudiant qui a passé soit 4 ans en France, soit 4 ans en Allemagne, en multipliant par 2. Donc, ça nous a conduit à recentrer le programme sur les matières les plus fondamentales. Et donc, ce que nous produisons, en quelque sorte, ce sont des juristes généralistes qui ont une bonne connaissance des matières du droit privé et du droit public, ce qui leur permet ensuite d'entrer dans tous les Masters 2, où là, ils vont se spécialiser à proprement parler. Ce qui fait l'interface entre un programme par nature assez généraliste et cette plus grande spécialisation qu'on va pouvoir acquérir en Master 2, eh bien, c'est la 4e année d'études, donc la dernière année du programme, celle qui est à Paris 1, dans laquelle un grand nombre d'options sont proposées aux étudiants, ce qui leur permettra donc d'orienter déjà leur programme un peu à la carte, plus vers le droit privé, vers le droit civil, vers le droit des affaires, ou au contraire, plus vers le droit public dans ses différentes branches. Et c'est donc là que commence à avoir une structure un petit peu qui bifurque, ce qui permet aussi, pendant cette 4e année, à travers ces systèmes d'options, d'acquérir les matières qui sont nécessaires pour suivre dans les meilleures conditions le M2, auquel par la suite on se destine. Alors, il y a eu plusieurs questions que j'ai pas tout à fait relayées parce que vous l'aviez évoqué, mais j'ai l'impression que les élèves attendent une moyenne et ils se demandent est-ce que par rapport à la moyenne générale, au niveau des dossiers que vous consultez, est-ce qu'il y a un niveau minimum attendu? Est-ce qu'on peut répondre de manière chiffrée à cette question? Alors, je dois dire que ça, j'ai pas, on n'a pas de, on essaye qu'on regarde les dossiers, donc on essaye de prendre plutôt les meilleurs à tout prendre. Donc il n'y a pas de notes particulières. Tout ça évolue avec les méthodes de notation. Tout ça évolue avec les. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que parce que beaucoup de, et c'est peut-être ce qui explique la question et ma difficulté à y répondre, c'est qu'avec le système de Parcoursup, de plus en plus, le premier tri, disons, des dossiers est opéré par la machine. C'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui trie les dossiers. Et évidemment, il travaille avec des moyennes. Et simplement, nous, pour le programme de Paris 1 et de Cologne, nous avons autour de 400 dossiers de candidature. Et donc, 400 dossiers, on arrive encore à les absorber en lisant tous. Donc, nous n'utilisons pas d'algorithme pour préclasser les dossiers. Et tous les dossiers sont regardés. Alors, il y en a, on les regarde plus ou moins vite, il y en a qu'on écarte vite, et puis d'autres qu'on garde tout de suite en disant celui-là, il est très bien. Et puis après, on opère un choix parmi les autres. C'est ce qui nous permet, encore une fois, de faire qu'il n'y a pas comme vous posiez la question tout à l'heure, d'assemblage de matières qui soit particulièrement favorisé, puisque on n'a pas inscrit tout ça dans une machine en disant, ben voilà, tu vas rajouter 5 points de plus pour ceux qui ont fait cette filière, et puis en enlever pour ceux qui ne l'ont pas faite, ou tu vas tenir compte de la note en histoire-géographie plutôt que de la note en physique. En réalité, nous regardons tous les dossiers un par un, avec un regard neuf sur chaque dossier. Donc, sur ce sujet, il n'y a pas voilà, pas de note moyenne. On est inscrit dans un programme informatique. Eh bien, écoutez, il me semble qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées et on approche aussi des 20 heures. Alors, euh, Peut-être un dernier dernier message, peut-être la dernière question. Ah oui, vous l'avez dit, je crois. Donc sur les 30 dossiers retenus au départ, vous en avez vu, vous en avez supervisé 400. C'est ce que vous avez dit Oui, à pour. peu près. On a d'année en année autour de 400 candidatures. On en sélectionne 80 pour les entretiens. Ça dure 2 jours. Donc, pour nous, un peu sportif. Mhm. Intérêt pour les candidats d'y mettre du leur, parce que nous en avons 40 par jour. Donc, évidemment, le 40e, il en a 39 avant. Donc, il faut. Ça, c'est la charge des candidats de se faire valoir devant le jury. Et donc, on en retient ensuite une trentaine à la fin. Moi, ce que je voudrais ajouter simplement, mais c'est lié aussi à ces chiffres, c'est que 30 plus 30, ça fait 60. Vous allez étudier si vous venez chez nous pendant 4 ans dans une cohorte de 60 étudiants à peu près.
Et ça donne aussi, pour des études supérieures, des amendes de droit, un côté tout de même assez encadré. C'est-à-dire que vous avez un esprit un peu grande école. Vous allez être avec 60 qui vont vous suivre. Donc, il y a des relations interpersonnelles qui s'établissent. Ce n'est pas des études qui se déroulent dans les mêmes conditions que quand on arrive dans un amphi, je sais pas, à Paris 1. Nous, on rentre à peu près 1500 étudiants en droit chaque année pour les études de droit classique. Donc, c'est-à-dire qu'on a 3 amphis de 500 étudiants qui font en parallèle la même chose en première année. Il y en a 2 en deuxième année. Donc là, c'est évidemment un peu anonyme, alors que dans ce programme, vous allez rapidement vous connaître, trouver vos marques. C'est un programme qui est très exigeant, je pense, non seulement à cause des doubles langues, mais aussi parce qu'on a compacté le programme. C'est un programme exigeant, mais par conséquent, évidemment, enrichissant. Mais vous avez aussi un cadre. Et puis vous êtes bien identifié, il y a un cadre administratif, aussi on a une directrice des études, il y a un bureau du côté allemand qui fait que vous êtes identifié, on vous connaît, on vous suit pendant 4 ans. Ça, c'est aussi, je crois, quelque chose d'appréciable. Et puis ça continue pendant la 5e année, mais là, c'est un peu la fin, vous êtes plus autonome si vous continuez avec notre programme de juriste international. Très bien. Eh bien, peut-être pour terminer, je regroupe les dernières questions et puis ben, je crois qu'on pourra en rester là pour se tenir aux horaires qui avaient été annoncés. Est-ce qu'il y a d'une part des statistiques disponibles sur les métiers exercés par les étudiants à l'issue de leur double diplôme? Ça, c'était la première question. La deuxième, par rapport à cet entretien, est-ce qu'il est en présentiel? Est-ce qu'il se déroule à Paris? Et enfin, sur la proportion d'élèves venant de la BIBAC sur l'ensemble des dossiers, est-ce que vous avez un aperçu de cette proportion? Alors là, j'ai pas, je crois pas qu'on ait fait de statistiques sur le sujet. On a des statistiques des carrières des anciens étudiants, effectivement, et on a autour de 45% d'avocats, autour de 40% de juristes d'entreprise, et le reste qui sont plutôt des fonctionnaires qui peuvent être dans les fonctions publiques françaises et allemandes ou dans la fonction publique européenne. Après, on a un prestidigitateur, on a la chef de la section politique de la FAT7, est une ancienne de notre programme. Enfin voilà, il y a des parcours un peu plus originaux. Mais voilà un peu pour les statistiques. Je ne suis pas certain qu'on les ait sur le site, mais c'est une bonne idée de les y ajouter. Donc, je vais essayer de faire ça. Pour ce qui est de la proportion d'Abibac dans les gens qu'on sélectionne, alors là, je ne saurais pas vous dire. J'aurais tendance à vue de nez à dire que c'est tout de même relativement important. Je ne sais pas, peut-être les 2 tiers, mais c'est difficile je n'ai pas de statistiques. C'est vraiment au doigt mouillé, comme on dit. Très bien. Eh bien, écoutez, Monsieur le Capitaine, merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Caroline Basse. Je remercie aussi la petite trentaine d'élèves qui s'est connectée ce soir. Voilà, merci. Merci à tous. Caroline, c'est à toi. Merci beaucoup, Monsieur Capitan, pour tous ces détails. Je crois que ça donne envie d'aller faire du droit franco-allemand. Ça donne envie de se préparer aussi à l'entretien. Ça, ce n'est pas négligeable. Et vous avez parlé de volonté, de motivation, de se mettre en avant. Je crois que c'est les derniers conseils qu'on peut redonner aux élèves et de tenter leur chance. Tout en ayant évidemment en vue que sur Parcoursup, il y a de nombreux vœux possibles à faire, mais que plus on y met de volonté et de soin et de rigueur, plus les chances sont optimisées de pouvoir intégrer un si beau cursus qui reste exigeant. On rappellera quand même l'exigence réelle, mais avec à la clé évidemment cette double possibilité, cette double validation et cette excellence en allemand qui n'est vraiment pas à négliger. Merci beaucoup, merci aux élèves de s'être connectés en espérant vous avoir éclairé sur vos choix et sur vos orientations. Faites du droit, c'est tellement intéressant et tellement fondamental. Faites du droit franco-allemand, on ne peut pas vous dire mieux quand on est en avis-bac. Si le droit vous tente, allez vers l'aventure et osez ce double cursus qui fait très envie. Merci à tous. Nous levons le camp et la séance. Bonne soirée, bonnes vacances aux Franciliens, c'est bientôt. Et merci encore, David Capitan, d'avoir animé cette conférence avec autant de précision, d'enthousiasme. Merci de nous d'avoir donné envie. Si on pouvait recommencer nos études, peut-être qu'on ferait du droit franco-allemand.